Bonsoir, Maï. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir. Ça va bien? Alhamdulillah. Vous allez bien? Alhamdulillah. Allahumma lak hamd. Je dis bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Et je dis bienvenue à Brahim Khadamullah, un père marocain de Pied-Bouvar-Séquin. Il travaille pour introduire Brahim Khadamullah. C'est un kinésithérapeute qui travaille à Tanger et qui a passé beaucoup de temps à travailler avec les Pied-Bouvar-Séquins au niveau de centre El Khadija à Tanger. Et puis, en parallèle, dans un cabinet libéral. Donc, il voit beaucoup de Pied-Bouvar-Séquins. Également, il participe avec nous dans certaines activités d'enseignement au niveau de l'association marocaine de thérapie manuelle. Et aujourd'hui, on l'invite pour nous parler un petit peu de son expérience avec les Pied-Bouvar-Séquins. Merci, c'est à toi de commencer. D'accord. Merci, M. Ismaël. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis très fier d'être avec vous pour partager mes connaissances en Pied-Bouvar-Séquin. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge globale de Pied-Bouvar-Séquin. Et tout d'abord, je veux parler un petit peu de la pathologie. Donc, le Pied-Bouvar-Séquin, par définition, est une déformation tridimensionnelle, une inversion des pieds, adduction de la sotalienne et une adduction du milieu tarse, avec un varice de l'arrière-pied et un équinisme. Donc, cette déformation est survenant pendant la période fœtale. Et elle est diagnostiquée à partir de la 6e semaine par une échographie. Donc, pour la physiopathologie, donc, il faut juste savoir que à la 8e semaine d'aménorrhée, les pieds sont physiologiquement en position varice-équin adduction. Donc, cette position des pieds va diminuer graduellement après la 10e semaine d'aménorrhée pour atteindre la position neutre des pieds à la deuxième semaine d'aménorrhée. Donc, une perturbation du développement entre la 8e semaine et la 14e semaine de la vie intra-utérine engendra une déformation. Pour l'épidémiologie, donc cette pathologie est tellement fréquente, c'est la plus fréquente pour les déformations orthopédiques. Donc, il touche 1 à 2 sur 1000 naissances. Il touche aussi 100 000 cas par an partout dans le monde. Il est bilatéral dans la moitié des cas et touche les garçons dans 70% des cas. Pour l'étiologie, donc, il y a 90% sont d'origine idiopathique et 10% sont d'origine secondaire à une autre pathologie, par exemple l'arthrogrypose, IMC, spina bifida, etc. Même, il y a eu des théories qui explique la déformation. La première théorie, c'est la théorie de la fibrose rétractive. Donc, les chercheurs ont trouvé une synthèse excessive de la collagène, rend la partie mou de la région interne, des pieds postérieurs internes, des pieds de la jambe très rétractive, très fibreuse. Ils ont aussi trouvé que l'activité des myofibroblastes était augmentée chez les pieds hiboux, ce qui rétracte l'ensemble des parties mous de cette région. Il y avait aussi une autre théorie, c'est la théorie neuromusculaire, c'est-à-dire il y a eu un processus pathologique qui pourrait atteindre l'innervation des muscles sous dépendance des nerfs fibulaires communs. Donc, ce processus peut provoquer un retard d'innervation de ce muscle par rapport au nerf tibial, ce qui entraîne un défaut d'innervation temporelle des muscles releveurs et inverseurs expliquant leur rétraction. Donc, il y avait une autre théorie qui explique les causes ou bien l'éthiopathologie de Pied-Bou. C'est la plus courante, c'est une perturbation du développement des pieds pendant la période fœtale, c'est-à-dire le non-redressement des pieds entre
la 8e semaine d'aménorrhée et la 14e semaine de la vie intra-utérine. Donc, il y avait d'autres théories génétiques. Ils ont trouvé que une prédominance dans certaines ethnies, par exemple, 7 cas, naissance en pollinisé. Donc, aussi, ils ont trouvé que chez certaines familles ont déjà un pibou, la fréquence des survenues d'un pibou est 30 fois plus importante en comparaison avec notre population. Donc, aussi, ils ont trouvé que lorsqu'un des parents porteurs des pibou, il y avait un risque de 3 à 4% pour l'enfant et également un pibou. Et cependant, que les deux parents ont atteint, ce pourcentage passe aux 30%. Il y avait aussi une autre théorie, la théorie exogène, c'est le cas d'un tabagisme. Je disais que la théorie exogène, c'est le cas d'un tabagisme maternel. Et je passe maintenant aux classifications des PIBO. Donc, pour la classification des PIBO, il y a plusieurs classifications, mais le plus validé et le plus validé, le plus recommandé, c'est la classification de Dimiglio. Elle permet de classer les PIBO en 4 types. Il y a eu, selon un score de 20 points, donc une évaluation, on fait une fiche d'évaluation se base sur 20 points. Donc, si le score est obtenu entre 0 et 5, le pivot varificateur est bien. Donc, il y avait, pour la classification, il y avait pivot de grade 1, pivot de grade 2, pivot de grade 3 et grade 4. Donc, pour le score, si le score est obtenu entre 0 et 5 points, le pivot sera un pivot bénin. Si le score est entre 5 et 10 points, le pivot est modéré. Pour un score de 10 à 15 points, le pivot était sévère. Donc, pour 15 à 20 points, le pivot est très sévère. Très clair, la classification, c'est vrai. Donc, j'ai terminé tout ce qui est pathologique, ce qui avait des questions, donc je passe au traitement. Il n'y avait rien? Il n'y a aucune question, c'est très clair. Très clair. Très simple, clair, net. Merci. Donc, pour le traitement, il existe normalement 4 méthodes de la prise en charge. La première méthode, c'est la méthode Franciti. Deuxième méthode, c'est la méthode fonctionnelle. Et la troisième méthode, c'est la méthode mixte ou hybride. Et la quatrième méthode, c'est la méthode Mili. Donc, je commence par méthode Franciti. Et cette méthode est fondée en 1948 par Ignacio Franciti aux États-Unis. Il s'agit d'un chirurgien orthopédiste espagnol. Donc, la méthode consiste en application successive des plâtres pour corriger les déformations. Le nombre d'applications de plâtres est différent de 3 à 9 selon le degré de la sévérité des pivots. Donc, selon la classification qu'on a déjà vue de Dimiglio, par exemple, si le pivot est bénin, on a besoin juste de 3 séries de plâtres. Donc, le plâtre sera changé chaque semaine. Donc, chaque plâtre permet de gagner un peu plus en amplitude. Et avant, est-ce que tu peux répéter parce qu'on t'entend mal? Je disais que le nombre d'applications de plâtre dépend du degré de la sévérité de pivot. Le nombre de plâtres, il y avait soit 3, soit 9. Donc, pour chaque plâtre, il permet de gagner de plus en plus en amplitude. Donc, avant de chaque plâtre, le pied est évalué en utilisant la classification de Dimiglio.
Donc, le plâtre, répétez le traitement. C'est pas. Semaine. Non, t'occupe pas de ça. Continue. D'accord. Ah, répète le traitement. Ah, est-ce que tu peux citer les 4 traitements que tu vas étaler? Ah, je viens de le voir. Okay. D'accord. Donc, pour la prise en charge du pivot, il y avait 4 méthodes. La première, c'est la méthode Ponseti. La deuxième, c'est la méthode fonctionnelle ou la méthode française. Et la troisième, c'est la méthode mixte. Et la quatrième méthode, c'est la méthode de Milly. Ok, très bien. C'est bien entendu, c'est super. Ponseti, non, tu continues. Donc, Ponseti, elle utilise 3 manœuvres. La première manœuvre, il s'agit d'un anti-cabis. J'ai essayé de vous montrer. Donc, la première manœuvre consiste à une manœuvre anti-cabis. Elle consiste à réaligner la supination de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied, en redressant le premier métal. Pour la deuxième, cette manœuvre elle consiste à déroter le bloc calcanéo-pilieux. On fait une abduction, suivie de plâtre, bien sûr. Ces corrections sont acquises après une période d'environ 5 plats. Très bien, c'est clair. Donc, pour la dernière manœuvre, il s'agit de correction de l'équinisme. Donc, cette correction, pour ce faire, on doit tout d'abord corriger les différentes déformations. Donc, c'est-à-dire avant de mettre le pied en flexion dorsale, il faut corriger les différentes déformations des pieds, que ce soit la varice, l'adduction des pieds, etc. Donc, si en fin de série de plâtre, si la flexion dorsale est inférieure à 10 degrés, une ténotomie tendon d'Achille devient nécessaire. C'est vrai, mais est-ce que je peux poser 2 questions ou 3? D'accord. Qui pose pour les plâtres, s'il vous plaît, le changement, est-ce que c'est chaque semaine ou il y a une deuxième partie qui dit 2 semaines? Chaque semaine ou 2 semaines? Chaque semaine, on change le plâtre. Oui. Donc ça, c'est pour la question, donc pas 2 semaines. Pour la correction, on applique des postures longues ou pas? Des postures. Posture? Oui. Non. Il faut juste mettre... le plâtre se fait par 2 personnes. Ouais, qui jette le plat. Wow. Très bien, donc on continue. Donc après la ténotomie tendon d'Achille, un plâtre chiropédique est appliqué, on mettait le pied en flexion dorsale, en 10 degrés de flexion dorsale, pendant 3 semaines. Donc après les 3 semaines, l'ablation des plâtres, le pied sera maintenu dans une attelle de Dennis Brown. L'attelle, tout d'abord gardée en plein temps pendant les 3 premiers mois. Donc, puis, elle est portée la nuit et pendant la sieste jusqu'à 3 à 4 ans. Et c'est fini. Ok. Donc, et s'il y avait des questions pour Mini?
Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on fait la correction du varus, on fait d'abord remplacer l'astragale à sa place, ou qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je disais que qu'on fait, premièrement, on redresse, donc on fait une correction. Première manœuvre, c'est de correction, la correction des cavices, des pieds, c'est-à-dire l'abduction, une abduction de l'avant-pied. Oui. Deuxième manœuvre, c'est d'aller plus loin, de faire une rotation. Une rotation. C'est-à-dire la supination. On corrige la supination. Ok. Et la troisième manœuvre pour corriger l'équinisme. L'équinisme vers la fin. Ok. Oui. Il y a quelqu'un qui pose une question, il a dit qu'il a un cas de 5 ans. Oui. Voilà 5 ans. Un cas de 5 ans. Il a 5 ans. Qu'est-ce que tu lui conseilles pour un cas comme ça de 5 ans? Est-ce qu'il est déjà pris en charge ou pas? Comment? J'aimerais savoir l'histoire. Est-ce qu'elle a déjà pris en charge ou pas? Donc, monsieur, attends, qui va poser la question, c'est Abou Amir. Abou Amir, est-ce que tu peux plus de précision sur la question? Est-ce que tu peux nous dire l'histoire? Est-ce qu'il a été traité ou non? Il débarque directement après 5 ans de problème, ou il a été suivi chez quelqu'un d'autre? Voilà, il a dit c'est un cas clinique, un cas de 5 ans, il lui manque 12 degrés en dorsiflexion et 8 degrés en abduction. Est-ce qu'il a déjà l'amplitude de la flexion dorsale? L'amplitude de la flexion dorsale, 12 degrés pour compléter la flexion dorsale. Alors, si je fais un chirurgien orthopédiste, il va décider soit de mettre ténotomie tendon d'Achille ou bien un transplant de tibia antérieur. Voilà. Donc, j'espère qu'il a entendu. Après pour la mobilisation, l'ordre de mobilisation, c'est toujours l'adductus, le varus et l'équin vers la fin. C'est toujours ça. Oui. Ok. Il a dit qu'il faisait des plâtres de 0 à 4 ans. Ouais, donc il a été traité. Il y a quelqu'un qui pose une question. Il dit, est-ce que c'est indiqué de faire des techniques de thérapie manuelle chez le pieuvot-varus équin? Pour le pieuvot-varus équin, oui. Il n'y avait pas une recommandation normalement. C'est pas question de. Il n'y avait pas une limitation articulaire. Ce sont des déformations. Voilà. Très bien. Je crois que dans le pieuvot-varus équin après. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à l'intérêt de la précocité de la prise en charge. Est-ce que c'est plus intéressant qu'on prend prise en charge précoce ou ça ne change rien? Bien sûr que la prise en charge doit être le plus top possible. Très bien. Il y a quelqu'un qui parle de l'amyotrophie du triceps sural après l'ablation des plâtres. Est-ce qu'il y a une recommandation, quelque chose qu'on peut faire pour ça? Il y avait le renforcement, stimulation, soit l'électrostimulation. L'exercice, c'est l'exercice debout, pour renforcer le triceps, etc. Ok. Je parle ici de Ponsity, méthode Ponsity. Je n'ai pas encore parlé de méthode fonctionnelle qui est Permon, kinésithérapie, etc. Voilà. Ici, donc on passe à la méthode fonctionnelle maintenant. Ici, il s'agit d'une méthode, surtout applicable par le chirurgien orthopédiste. Oui. Donc, on passe à la méthode fonctionnelle et le reste. Pour la méthode fonctionnelle, donc, elle était initiée en France par le professeur Mas et Daniel en 1951. Elle a été mise en place en 1972 par le professeur Bin Sahel et un kiné, monsieur Andri William. Elle comporte 4 phases.
Il comporte 4 phases. La phase initiale de 0 à 6 semaines. Ici, la rééducation, elle est quotidienne. Le kiné pratique tout d'abord la mobilisation passive, 3 séries, et une mobilisation passive de 3 séries de 10 mouvements. Donc, il y avait 6 mouvements. Je vous montre les différents exercices. Donc, le premier exercice, c'est la décoaptation de l'articulation talon-naviculaire. Par exemple, la contreprise au niveau de l'arrière-pied, on tire dans le but de créer une décoaptation de l'articulation talon-naviculaire. La deuxième, c'est la correction de la métatarsis varis, donc en l'amenant vers l'abduction. La troisième méthode, la troisième technique de mobilisation, c'est la réaxation du calcanéum, c'est-à-dire la correction de l'abduction de l'arrière-pied. Très bien. Et aussi, le quatrième exercice, c'est pour la réintégration des talus dans la mortaise tibio-tarsienne. On appuie sur le et le cinquième mouvement, c'est la dérotation, ou bien la supination, Et le sixième mouvement, c'est la flexion dorsale. Donc, cette flexion dorsale est pour but de corriger l'équinisme. Donc, elle ne doit se faire que les autres mouvements sont corrigés. Les autres déformations sont corrigées. Ok. Donc, c'est ça la première phase. La deuxième des choses, elle fait l'assimilation des péronniers et des muscles jambiers antérieurs à l'aide soit d'une brosse à dents ou bien des pulpes des doigts. Donc, la séance sera terminée par un bandage qui compose de 5 bandes. Donc, je vais vous montre le bandage. La première bande, donc avant de mettre le bandage, il faut mettre une bande de protection. Donc ici, je n'ai pas mis des bandes, c'est juste pour expliquer où ça fait. Donc la première bande, elle maintient la correction de l'adduction de l'avant-pied. Et une deuxième bande pour renforcer la première bande, passant du bord interne vers le bord externe, bien sûr. Et une troisième bande en 8, s'opposant à la supination. Et la quatrième bande s'opposant aux varices. Après, on met la cinquième bande pour étirer le tendon d'Achille. Il est là. Il part de l'arrière-pied vers les orteils, en tirant le tendon d'Achille. D'accord? Très bien. La deuxième phase, à partir de la 6e semaine jusqu'à 8 mois. Donc j'aimerais juste ajouter pour la première phase, la rééducation doit être quotidienne. Les mobilisations, les différentes techniques de mobilisation passive va suivre d'une minute de posture. Donc chaque mouvement suivi d'une minute de posture. Donc pour la deuxième phase, les séances, la fréquence des séances est 2 à 3 séances par semaine. On applique les mêmes techniques. Ici, on va mettre une attelle durant les séances. Donc, on utilise des plaquettes. Les plaquettes sont en forme triangulaire. Donc, la base, ou bien
le sommet du triangle se mettre en arrière-pied. Donc, le maintien de cette plaquette se fait grâce à une utilisation de 3 bandes. La première bande, utilisons pour le maintien de l'avant-pied. La deuxième bande, elle plaque l'arrière-pied sur la plaquette, le solidarise. Une troisième bande rétro-calcanienne, elle cravate le calcanium et se roule sur la plaquette. Et on met dans une orthèse. Très bien. Pour la troisième phase, je continue. Oui, je termine les phases, après je pose des questions. D'accord. Pour la troisième phase, c'est la phase de pré-appui. Donc, la préparation, il faut préparer l'appui. Dès la verticalisation, on insiste l'enfant à participer activement, donc va faire des exercices. La marche sur le talon, par exemple, va faire des planchers de ski, etc. Donc, la quatrième phase, c'est la phase de l'appui. Elle marche, et la marche. Donc, les séances de kinésithérapie sont en cours de surveillance et surtout en travail proprioceptif. Et c'est fini. Ok. Donc, j'ai quelques questions. C'est Brahim. On pose des questions. D'accord. L'électrothérapie, est-ce qu'elle est contre-indiquée ou on peut la faire? Il est indiqué surtout pour... il y avait des cas quand, lors de l'assimilation, par exemple, manière de Posado, il contracte même les autres muscles. Donc, les muscles sont rétractés. Donc, il est recommandé. Après 4 à 5 ans de rééducation, est-ce qu'on peut avoir une récidive? 5 ans de rééducation? Non. 4-5 ans de rééducation. Si on arrête la rééducation à 5 ans, est-ce qu'on peut avoir une récidive ou non? Est-ce qu'il y a une chance? Normalement, je dis non. Dans la littérature, il y avait des scientifiques qui parlaient il y avait un taux de récidive jusqu'à l'âge de 7 ans, par exemple, mais il est un peu diminué. Donc, on va s'arrêter à la rééducation. Ils vont bien arrêter la rééducation, juste mettre un suivi. Ouais. Très bien. Donc, quelle est la différence entre la méthode fonctionnelle et la méthode Ponseti? La méthode Ponseti, c'est tellement chirurgienne. Elle fait tout. Donc, elle fait des plâtres successifs, pas de mobilisation, pas de bandage. Elle est tellement statique. Et la méthode fonctionnelle, elle est tellement kinésithérapie. On fait des mobilisations passives. Et la rééducation est quotidienne. On fait des bandages, etc. Il y a une autre différence, c'est le taux de la prise en la durée de la prise en charge, elle est courte pour Ponseti. Pour la méthode fonctionnelle, elle prend beaucoup de temps. Très bien. D'après vous, quelle est la durée du bandage? La durée qu'on laquelle on peut mettre le bandage? À quelle phase? Pour la méthode fonctionnelle, quand on met le strapping, le bandage, combien on le maintient le bandage? On le met 1 jour, 2 jours, 3 jours, on enlève? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, durant la première phase, on met chaque jour. Chaque jour, le bandage. Ok. Chaque jour, on met le bandage. Pour la deuxième, 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine pendant la deuxième phase. Très bien, très clair. La dernière question pour cette rubrique, c'est d'après vous, quelle est la méthode la plus efficace? C'est pas d'après moi, mais d'après la littérature, il n'y avait pas une méthode qui est efficace plus que l'autre. Donc voilà, c'est chacun qui défend sa méthode. Et il y a une dernière question pour cette rubrique, c'est quoi le mieux pour traiter le plié-bout? Est-ce que c'est mettre un cataping ou un strapping? Un élastoplaste ou avec le Vicatane? L'élastoplaste, bien sûr. L'élastoplaste, très bien. Quel cas nécessite une ténotomie percutanée du tendon d'Achille? Ténotomie du tendon d'Achille. Quels sont les cas qui nécessitent la ténotomie? Pour Ponseti ou la méthode fonctionnelle? Pour Ponseti, je pense, parce que tout à l'heure, tu as parlé dans ça, Ponseti. Ponseti, c'est au cours de l'ablation de la dernier plâtre,
Donc, si la flexion dorsale ou bien la dorsiflexion n'arrive pas à atteindre les 10 degrés. Ok. Ok, très bien. Donc, on continue. Merci, Séverine, pour les réponses. Donc, je passe à la méthode mixte. Oui. Donc, pour la méthode mixte ou la méthode hybride, elle est initiée par Fink. Elle combine les deux techniques, c'est-à-dire la section des plâtres et la rééducation. Donc, avant de Oui, on t'entend. Donc, je disais que la méthode mixte elle combine les deux techniques. Donc, avant d'appliquer le plâtre chirurgicaux aspiré par le ponsiti, le kiné, il positionne le pied de l'enfant par la plaquette qu'on a déjà vue avec des bandes à l'intermédiaire des 3 bandes et elle fait la rééducation classique, la mobilisation passive, etc. Ok. Tu peux répéter, c'est vrai, mais on t'entend pas. Je dirais que la méthode mixte, elle combine les deux techniques. Donc, on a déjà parlé, la méthode fonctionnelle et la méthode Ponsiti. Donc, avant d'appliquer le plâtre chiropédie inspiré par Ponsiti, le kiné immobilise le pied, différentes mobilisations qu'on a déjà vues à la méthode fonctionnelle, et elle met la plaquette. C'est vrai, on t'entend pas. D'accord? Oui. Donc, je disais que le kiné positionne la plaquette réalisée sur mesure est fixée par l'intermédiaire des 3 bandes. Donc, cette plaquette et le plâtre sont changés une fois par semaine. Ok. Et c'est bon. Ok, donc le reste, on continue. Au Mili. Oui. Donc, la 4e méthode Mili. Donc, Mili, c'est un physiothérapeute tunisien, a mis en point la méthode active dynamique en Tunisie en 2008. Il s'agit d'une nouvelle méthode de traitement de Philippot et prend l'origine dans le potentiel que possède l'être humain pour lutter contre la maladie. Son objectif est de corriger les différentes déformations des pieds par des tractions actives et de la dynamique. Donc, ces tractions actives, il utilise les tractions actives. Donc, au lieu de faire immobilisation passive, il a pensé au mouvement du genou et de la hanche, puisqu'il a observé que le nouveau-né réalise des mouvements de flexion spontanée du genou et de la hanche. Donc, ici, il a décidé de faire une prise. Il tient fermement l'avant-pied. Le nouveau-né, par son envie de se libérer, il exerce lui-même une traction active dans le sens de correction. Donc, les tractions actives sont faites par le nouveau-né, par le kiné. Donc, la première exercice, c'est de faire l'assouplissement de l'enfléchisseur. Je vous montrerai l'exercice. Donc, le premier exercice, c'est de faire l'assouplissement de l'enfléchisseur des orteils et le grand enfléchisseur des orteils. Donc, par une prise. Donc, le kiné, elle fait une prise, l'enfant, il s'étire lui-même. Il réalise une traction active. Deuxième exercice. On fait une traction
longitudinale active de l'avant-pied pour créer l'espace nécessaire à l'intégration de ce scaphoïde. Donc, le troisième exercice, c'est pour assouplir la ponévrose plantaire. Donc, le quatrième exercice, pour assouplir, pour l'assouplissement des jambiers postérieurs. Le cinquième exercice, c'est pour l'assouplissement du tendon d'Achille. D'accord? D'accord, clair. Donc, après les tractions actives, elle fait l'assimilation des péronniers latéraux, des jambiers antérieurs. Donc, en fin de séance, elle réalise une contention élastique adhésive. Je vais vous montrer le montage. Voilà. Le montage. Deuxième. Donc, la différence entre le bandage qui a été en place parmi les bandages de la méthode fonctionnelle, c'est que celle de la méthode fonctionnelle, il s'agit d'un bandage pour le maintien de la correction, mais pour Milly, il s'agit d'un bandage qui permet de gagner en plus d'amplitude. Donc, elle a mis une bande au-dessus du genou c'est-à-dire lorsque le patient fait d'extension de la jambe, elle se corrige. Et à l'âge de la marche, elle met une attelle, je vais vous montrer donc. Donc à l'âge de la marche, elle fait la confection des bottes plâtrées amovibles en résine. Et voilà. Très bien. Donc, je mets les questions. Donc, voilà, ça se voit que le sujet est intéressant, tout le monde s'intéresse. Le choix de la technique dépend de quoi? Il y a quelqu'un qui pose une question. Parmi les 4 techniques, est-ce qu'il y a un facteur qui oriente pour choisir une technique par rapport à l'autre? Ou non? Ou ils sont les mêmes? C'est juste, ça dépend du kiné. Ça dépend du kiné. Ça dépend. Mais on a parlé de preuves scientifiques. Donc, les 3 méthodes ont déjà prouvé. Donc, ils trouvent sa place. Pour citer, il y a eu un taux de réussite égal, même supérieur à 95%. Et pour la méthode fonctionnelle, il y a eu un taux de réussite égal à 70%. Pour la méthode fonctionnelle, il n'y avait pas des études, c'est ça le problème. Il n'y avait rien, il n'y avait ni publication, ni études. Dans la méthode fonctionnelle? La méthode Milly. Milly, ah ok. Pour la méthode fonctionnelle, j'ai répondu à 2 questions à la fois, parce qu'il y a quelqu'un qui... Pour la méthode fonctionnelle, le taux c'est de 70%. Très bien, très bien. Mais le pourcentage d'anatomie dans le Pont City, elle était élevée. Ah oui, c'est comme inconvénient, oui. Oui. Il y a quelqu'un qui demande votre avis personnel. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode Milly? Est-ce que c'est une bonne méthode? C'est une excellente méthode. Excellente méthode. Excellent. Vous trouvez des résultats avec, etc. Bien sûr, ça fait 4 ans que je travaille avec la méthode, même si ce n'était pas validé scientifiquement. Le but, c'est d'assouplir, etc., de faire des tractions actives, dynamiques,
C'est très bon. Donc, j'ai, Hmm. Tu as trouvé des résultats, tu as constaté des ouais. résultats avec. Très bien. Une autre question. Est-ce que le strapping, est-ce qu'on le garde jusqu'à la prochaine séance ou on le change avant de venir à la prochaine séance? On garde. Il faut garder le bandage. Ok. Il faut garder le bandage jusqu'à la... Sauf, et pour le... Hein? sauf la le matin et c'est pas grave. Ok. Sinon, avant, Ok. Euh, une autre question. Et voilà, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui parle de la méthode Méli? Tu as répondu à ça. La déviation du gros orteil à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une technique pour travailler sur la déviation de l'orteil et de gros orteil à l'intérieur? Je pense que c'est l'adductus de l'avant-pied. addictif de l'avant-pied. Oui, eux, ils posent la question par rapport au gros orteil. Ils disent que le gros orteil, il dévie vers l'intérieur. Mais moi, je pense qu'il parle de l'adductus de l'avant-pied, tout simplement. Il y a une technique de mobilisation Ah. Est-ce qu'il y a une technique de mobilisation? pour la texis. Oui. C'est ce que tu as montré tout à l'heure sur les images. Pour la méthode fonctionnelle. Oui. C'est la deuxième technique. C'est de faire une abdiction, ça. Ok. Très bien. Et il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à la rotation interne du membre inférieur à l'âge de la marche. La rotation interne du membre inférieur à l'âge de la marche. La cause, ou bien sûr. La cause, ou est-ce qu'il y a des astuces pour éviter ce genre de problème? La cause, je pense que la cause, c'est les portes de l'antenne de Dennis Brown. Il faut juste réaliser des exercices. Par exemple, l'exercice de la marche sur des skis. La marche des skis, oui. Avec les trucs, voilà, avancés. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut faire le bandage avec du McConnell? Des McConnell. Oui. Donc, le bandage, pour la tête, on peut faire pour la tête. Oui. Mais pour la méthode fonctionnelle, donc la première phase, non. Ok. À partir de la deuxième phase, on peut faire un bandage avec le McConnell. Pour le bandage de Mili, le bandage dynamique de Mili, la méthode Mili, combien de temps on garde la bande? Pendant 3 à 4 jours. Ça dépend des patients. 3 à 4 Par exemple, s'il s'agit d'un pied-bourre modéré ou bénin, on garde même 5 jours. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a une chirurgie systématique ou bien un traitement suffit la libération du tendon? C'est pas toujours. Est-ce que c'est pas toujours la chirurgie ou c'est la plupart du temps c'est des chirurgies pour le tendon d'Achille? Il y avait la toxine botuliниque. Ah, ok. Donc il y a une autre alternative que la chirurgie, on peut faire de la toxine botulinique. Yes. Ok. Donc je pense que c'est tout comme question quand même. Ah oui, il y a quelqu'un qui parle de est-ce qu'il y a un intérêt pour le taping neuromusculaire, le cataping? Bon, je pense que non. Non? Ok. Très bien. Donc je pense que c'est tout. 16 questions quand même, sujet très intéressant. Il y a beaucoup de monde qui pose des questions. Voilà, on arrive
On arrive à 16 questions. Donc, merci Sebrahim Khadamullah pour ta disponibilité, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'était très fructueux. Moi, qui est presque ignorant en pibovaricéquin, j'ai beaucoup appris. Des gens ici, je trouve des noms ici qui traitent beaucoup le pibovaricéquin, des spécialistes. Ils ont posé beaucoup de questions et donc, sincèrement, et automatiquement, ils ont beaucoup profité. Donc, on te remercie. Il y a beaucoup, voilà, les commentaires ici, des gens excellents, merci, etc. Donc, merci d'abord également. C'était très enrichissant et merci. Merci, c'est vrai. À toutes. Ciao. Salam. Je rappelle le programme. Je rappelle le programme de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on aura avec nous lundi à 9h15 Julien Boteldorn qui va nous parler des articulations temporomandibulaires. C'est un kinésithérapeute de l'Université libre de Bruxelles et qui travaille dans un hôpital à Bruxelles, un spécialiste en thérapie manuelle et tout. Donc, on va voir partie 1, la première partie, thérapie manuelle avec Julien Boteldorn lundi. Mardi, on aura les problèmes de la statique pelvienne avec Madame Debbar, qui est périnnologue et spécialiste en rééducation périnéale. Et le reste du programme, on va l'étaler après. Et rendez-vous lundi. Merci beaucoup.